Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de l'émission Histoire de jeux vidéo en Belgique. Aujourd'hui, on a la grande chance de recevoir Brice Mativi, qui est CEO de Wild Bishop. Brice, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir. Avec plaisir. On va retracer ensemble ton parcours. On va développer aussi votre activité autour de Wild Bishop. Mais on va commencer directement par le commencement, c'est-à-dire le début de tes études, peut-être même ta passion pour le jeu vidéo de manière antérieure. Avant tout, il faut signaler que tu es un pur produit de notre alma mater, formé en ingénieur. Ingénieur physicien pour être précis, oui. Tout à fait. Et tu as fait tes armes au début en recherche dans un laboratoire d'université. Oui, donc c'est ça. Donc moi, je commence ma carrière, donc je finis mes études et je fais un mémoire quelque part dans un des labos de l'université. Et à la fin de mon mémoire, je demande s'il y aurait pas une place pour moi parce que je m'étais bien amusé et je suis resté là-bas quelque chose comme 4 ans quelque part. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apprend sur ta trajectoire? Comment tu vis que j'étais pas fait pour être chercheur, ça, c'était la première chose. J'avais eu des collègues très très chouettes, je m'étais bien amusé avec eux, mais je me rendais compte que moi, je suis pas un travailleur solitaire, et j'ai l'impression que, en tout cas moi, tel que je l'ai vécu, c'était assez solitaire. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je voulais voir un peu autre chose, et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là d'aller travailler dans le privé, c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Et cette boîte privée, elle n'était pas très éloignée de non, toi? Non, donc en fait, cette boîte privée, c'était IP Trade, c'était la société qui avait été créée par mon frère Didier. J'avais toujours dit que je ne travaillerais pas avec lui. C'est pour ça que tu l'as fait. C'est pour ça que je l'ai fait, que je suis resté 10 ans dans la société. Mais donc en fait, au moment où moi je pars de l'UNIF, j'ai déjà pris ma décision, j'ai une discussion avec lui et il me dit, il m'explique les problèmes qu'il a, il avait pas mal de problèmes de son. Et moi, c'était un domaine qui me plaisait bien parce que j'étais musicien à ce moment-là. Et je le suis toujours d'ailleurs. Et donc j'aimais bien les problématiques dont il me parlait. Je lui ai dit, ça me semble être des problèmes que j'aimerais bien traiter si ce n'était pas ta société. Puis alors il m'a rappelé quelques jours plus tard pour me dire, écoute, c'est un profil quand même intéressant pour nous, tu ne travaillerais pas directement avec moi. Je crois qu'il y a une mission de 6 mois à faire. Donc si tu veux, tu viens, tu fais 6 mois et puis tu fais autre chose après. Puis j'ai rencontré, donc ça c'est chez IP Trade, mais plutôt sur la fin d'IP Trade. Okay. Et donc je suis resté 10 ans finalement de cette mission de 6 mois. D'entrée de jeu, le gars qui allait devenir mon chef m'a dit 6 mois ça ira jamais, il faut que tu t'engages avec nous à fond ou pas du tout. Et puis j'ai dit ok, on va essayer. Et je me suis beaucoup amusé là-bas. Donc, et tu faisais quoi exactement? Donc j'ai été engagé comme expert audio. Donc ça voulait dire que tout ce qui touchait au son d'une manière ou d'une autre, c'était pour moi. Ça pouvait aller de problèmes acoustiques jusqu'à des problèmes dans le DSP qui ne traitait pas bien le son, jusqu'à donc c'était des téléphones IP pour salle de marché qu'on faisait. C'est ça. Et donc c'était des téléphones assez particuliers. C'était dans les téléphones les plus complexes du monde. Il y avait parfois jusqu'à... c'était combien? 30 appels, je pense, qui pouvaient arriver en même temps, qui devaient être capables d'être traités. Ouais. Alors, généralement, ce n'était pas 30 réellement. Il y avait 30 canaux ouverts et il y avait 6 personnes qui pouvaient parler en même temps. 6 personnes, je l'avais vu. Plus, je n'avais jamais vu, mais 6 personnes, j'avais vu. Et donc, il fallait des systèmes un peu particuliers pour traiter tout ça. Et quand je suis arrivé, les gens disaient, par exemple, ils me disaient, oui, nous, on aime bien votre produit, mais le problème, c'est qu'on n'entend rien. Et donc, en effet, c'était embêtant. Et donc, après 1 an, j'avais résolu une bonne partie des problèmes de son classiques. Sur la 2e année, c'était plus calme de ce côté-là. Et puis, sur la 3e année, je pense qu'il y a une année un peu comme ça de flottement. Je fais un peu de gestion de projet pour IP Trade. Et puis après ça, il y a un peu des changements dans la société et je deviens test manager, en fait. Ok. Donc, test manager, là, tu es responsable qualité? Je ne suis pas responsable qualité, c'est encore un peu différent, même s'il y a des similitudes. Mais vraiment, moi, mon rôle, c'était de m'assurer que le code qui sortait n'ait pas de bugs ou pas trop de bugs quand il arrivait chez le client. Et alors, on avait la particularité aussi de voir les bugs qui sortaient, mais aussi les bugs qui rentraient par le client. Donc, c'était nous la première porte d'entrée vers le développement aussi pour ça. Ok. Donc là, on était une équipe de 5 personnes sur la fin d'IP Trade. Et ça, c'est avant d'être racheté par British Telecom. Et alors, on se fait racheter par British Telecom après un moment.
Pour la petite histoire, c'est moi qui fais la dernière démo technique sur place chez British Telecom pour montrer que notre produit est sympa. Une grosse pression. Oui, un peu quand même, c'est vrai. Et puis on se fait racheter. Et alors là, ma petite équipe de 5 à Liège passe à une équipe de 30 au départ entre l'Inde, l'Angleterre et la Belgique. C'était assez sympa comme expérience pour voir un peu comment on gère plusieurs équipes différentes. Mais très vite, c'est devenu un peu ennuyeux pour l'aspect grosse boîte, pas mal de politique, et puis le côté process aussi très lourd. Et après un an, je commence à me rendre compte que je ne vais pas bien m'amuser là-bas. Donc j'avais essayé de faire de mon mieux pour réorganiser un peu tout ça. J'avais bien aimé l'aspect à nouveau gestion d'équipe au pluriel à ce moment-là, plus d'une seule équipe. Mais l'aspect processus et l'aspect politique était très très embêtant pour moi. Et donc là, tu vas avoir une opportunité de créer ta boîte avec ton frère. C'est ça, Didier avec qui je travaillais donc chez IP Trade, lui c'était sa boîte, moi j'étais employé, mais on s'était toujours dit que si on avait l'occasion un jour, on ferait des jeux vidéo. Donc on se dit, est-ce que ce serait pas le moment ? Et alors on a pris avec nous un de nos collègues avec qui on s'entendait bien et qui lui avait fait des études à la HEAJ. Donc Et qui s'appelle Bobby Tam. Et donc il a fait ça sur la partie plutôt 3D fixe qui existe toujours. Il y avait déjà la section jeux vidéo mais qui venait de s'ouvrir et lui il avait un peu hésité, il avait pris 3D fixe mais avec gros appétit pour les jeux vidéo aussi. C'est ça. Et là, on est en quelle année là à peu près ? Alors on doit être en 2019. Début 2019 on prend cette décision là. Ok. Et on fonde la société. Coup de poker. Et coup de poker. Mais ça ne vient pas de nulle part. Je veux dire, tu as une passion pour les mondes imaginaires, pour les activités, je veux dire, de fiction, etc. Moi, j'ai toujours été un peu assis entre deux chaises par rapport à ça. J'ai aussi écrit un bouquin publié et d'autres qui ne l'ont pas été. Et Le sourire du golem. Oui. Donc le sourire du golem, il sort en 2018. Donc juste avant tout ça avec White Bishop. Et ça fonctionne, le bouquin ? Il se distribue un peu ? Alors, j'étais dans les meilleurs auteurs de mon éditeur, mais c'était un tout petit éditeur. Donc, voilà. Mais ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Maintenant, quand on n'est pas chez des gros éditeurs, on doit faire beaucoup de salons, des choses comme ça. Tu vends ton livre. Tu vends toi-même ton livre. Il se vend très peu en dehors. Séance de dédicace. Séance de dédicace. Maintenant, c'était très chouette parce qu'il y a des retours aussi directs. Parfois, il y a des salons qui durent plusieurs jours. J'ai déjà eu des gens qui venaient me dire, qui me l'achetaient le premier jour, qui venaient me redire quelques jours après, on l'a commencé, c'est vraiment chouette et tout. Donc, c'était très, très, très chouette comme retour. Ok, donc écriture fictionnelle, musique aussi. Tu as fait partie d'un groupe. Tu fais toujours partie d'un groupe. En théorie, oui. On a joué. Donc c'était Tissue. C'était il y a quelques années quand même, ça maintenant. Je ne sais plus combien, mais ça doit faire plus de 12 ans en tout cas. Et donc ça, c'était une soirée où on était censé être dans une soirée années 20. Et donc on nous avait pris pour jouer dans cette soirée-là. Et donc on me voit à l'arrière. Là. Quel type de musique ? Du pop-rock en français. Et où on avait la particularité aussi de raconter un peu des histoires un peu fantasy comme ça. Donc il y avait souvent des histoires de magiciens, des trucs comme ça qui apparaissaient dans notre univers. Okay. Et d'ailleurs, tu parles de création d'histoires fantasy. Tu nous as donné la couverture de L'œil noir. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton rapport à ce jeu de rôle ? Déjà, quand je revois cette image-là, moi, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, des émotions et tout. En fait, ça a l'air de rien, c'est peut-être pas super beau pour vous et tout, mais en fait, ce truc-là, ça a été le premier jeu de rôle que j'ai eu entre les mains. J'avais 8 ans, donc mon frère avait acheté ça, lui, il avait été un peu plus grand. Et immédiatement, j'ai été pris par le truc. Je passais des heures tout seul sur les livres de règles, à jouer tout seul et aussi parfois avec mon frère. Et j'ai longtemps joué relativement seul au jeu de rôle, de temps en temps quand j'avais l'occasion de jouer avec mon voisin et tout. Mais j'aimais tellement ça que même quand j'avais pas de partenaire, j'étais avec les livres de règles, je lançais les dés, je me faisais des histoires à moi. C'était aussi probablement déjà une manière de raconter des histoires et de jouer. Puis j'aimais bien les systèmes de règles aussi, ce qui est resté un peu par la suite dans l'activité avec White Bishop. Et donc ça, c'était premier contact avec les jeux de rôle, et aujourd'hui encore, j'en fais. C'est ça. Et à part le jeu de rôle, il y a déjà aussi un intérêt marqué pour le jeu vidéo. Tu nous as envoyé un jeu que je ne connaissais pas. Shoot 'em Up. Construction Kit. Exactement.
Ouais. Alors, et on peut voir qu'il y avait, ils prétendent avoir 4 jeux à l'intérieur d'ailleurs. Donc en fait, ça c'était une espèce de moteur de jeu vidéo avant la lettre. Un genre de Mario Maker. Ouais, un genre de Mario Maker, un truc comme ça. Et donc en fait, on pouvait faire un jeu où on était avec une espèce de vaisseau comme ça, où en fait ça pouvait être n'importe quoi qui avançait avec un scrolling, quoi, et on pouvait tirer sur ce qui arrivait devant nous. Et on avait la possibilité incroyable de changer le sprite qui était dedans. Mais j'avais été très déçu quand même des possibilités qui étaient. Ça devait être un peu limité quand même. C'était très limité. Je crois que j'en ai fait un de petits jeux comme ça, et puis je me suis lassé du truc. Mais on me l'avait offert. Okay. Premier jeu que j'avais fait probablement. C'est ça. En revanche, un autre jeu qui t'a fort marqué et qui va avoir une conséquence importante sur la création de Wild Bishop, parce que ça va devenir une source d'inspiration importante, c'est Speedball. Oui. Et Speedball, donc des Bitmap Brothers sur Atari ST, puis Amiga 500. Oui. Et toi, tu as joué sur Amiga. Amiga. Allez, c'était mieux. On va pas rouvrir cette boîte de Pandore là. Non, donc oui, c'était là aussi beaucoup d'émotions sur Speedball. Donc on avait déjà joué au 1 qui était déjà pas mal, mais qui n'était pas quand même super polish dans ses mécaniques, etc. Mais on sentait qu'il y avait du potentiel avec ces joueurs qui pouvaient se taper dessus. Donc ça c'est 88 le 1 et je crois que c'est 1990 le 2, quelque chose comme ça, ouais. Et alors donc dans l'idée, je me demande si ça c'est pas le 1 d'ailleurs. C'est fort possible. Et alors, oui, le principe c'était une espèce d'équipe de handball qui se tapait dessus et qui pouvait marquer normalement, mais aussi dans le 2, il n'y avait pas ça dans le 1, qui pouvait tuer l'adversaire. Ça c'est le 2 par contre, je crois. Ouais, ça c'est le 2. Et alors, ils pouvaient je suis plus sûr, enfin bon, peu importe. Et ils pouvaient se taper dessus. Alors, s'ils arrivaient à tuer l'adversaire, ce qui n'arrivait pas si souvent parce qu'il fallait quand même y aller assez fort, ils avaient un point. Oui, donc tu as un bonus à la destruction. Tu avais un bonus oui, à la destruction de l'autre. Et c'était... Non, c'est le 1. Et donc, c'est un jeu multijoueur? Non, enfin oui et non, un jeu où on pouvait jouer à 2, quoi. Oui, c'est ça. Sur le même écran. Sur le même écran, oui. C'était pas réseau, évidemment, vu l'époque. Et alors, oui, on passait beaucoup de temps, et avec Didier, on passait beaucoup de temps sur ce jeu-là. Il y avait aussi une espèce de mode campagne où on faisait progresser ses joueurs, etc. Qui avaient tous des têtes pas possibles. On trouvait que les graphismes étaient grandioses. C'était magnifique. En plus, on retrouve les graphismes de Bitmap Brothers qui étaient très ronds comme ça. Ils avaient une patte graphique. Ouais. Et pour la petite histoire, ils avaient pris aussi un consultant qui était un hockeyeur sur le jeu. Sur le jeu, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a une inspiration, ne serait-ce que dans la violence par rapport aux autres. C'est ça. Et les rebonds aussi, je crois. Ok, donc ça... Et ça, donc, quelque part, c'est resté très longtemps dans notre tête. Et quand on s'est dit, on voudrait faire des jeux, mais qu'est-ce qu'on ferait comme jeu ? On s'était dit, on referait bien. Ils n'ont jamais fait un Speedball 3 digne de ce nom. Ils avaient essayé différentes choses, mais ce n'était pas très amusant. On s'était dit, nous, on referait bien ce jeu-là, mais en le faisant de manière plus intéressante, plus moderne. Et très tôt, on avait eu des idées de mettre des anges et des démons dedans. Ok. Il y a 15 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ah oui, donc c'était bien avant la création du studio. Et même avant la création d'IP-Trade, je crois. En tout cas, avant que je sois chez IP-Trade. D'accord. Donc c'est presque un fantasme d'adolescent. Ah ben totalement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, en 2019, vous vous dites, bon là, il y a quelque chose qu'on peut jouer, allons-y. Alors il faut savoir qu'on n'a pas lancé un studio qui était censé faire que des jeux à lui. Donc on a lancé un incubateur. Oui. Et donc l'incubateur, l'idée c'était de prendre les idées des gens et de les incuber dans notre système, de les aider à réaliser leurs idées. Mais par contre, vu qu'on n'était pas des gens qui avaient fait des jeux vidéo avant, on s'était dit on va essayer de faire un jeu pour nous-mêmes nous aguerrir sur le sujet. Et on s'était dit, tant qu'à faire un jeu qui n'est pas censé forcément non plus être celui qui... on n'était même pas censé forcément le lancer, quoi. C'était surtout plus pour se faire la main. On va faire un jeu qui est relativement compliqué, pas trop non plus, pas trop vaste, mais relativement compliqué, pour pouvoir vraiment faire face à des difficultés techniques réelles que les gens pourraient rencontrer. Okay. Et donc on s'est dit, en fait, c'est un peu comme une évidence, on ferait bien ce Speedball 2, ce nouveau Speedball 2. Okay. Et par la suite, quelque part, pour diverses raisons, on a incubé 2 projets et puis on a mis en pause cette activité-là.
entre autres parce qu'il y a eu d'autres moyens d'aider les gens qui voulaient faire leur jeu, comme les bourses de Wallimage et des choses comme ça. Et donc, on trouvait qu'on avait peut-être un peu moins notre place là-dedans, en tout cas de cette manière-là. Et comment ça se passait, l'incubation de projet? Alors, vous receviez des dossiers que vous deviez évaluer? Tout à fait, donc on faisait un jury, on recevait des dossiers, on les évaluait. C'était un jury, on avait voulu faire un jury qualitatif, donc on avait des gens d'Epic Games qui étaient dedans, on avait un gars qui avait travaillé chez Lionhead, donc Peter Molineux, etc., où il n'a pas que du bien à dire de la gestion de projet de Peter Molineux. Et puis alors, sinon, il y avait qui d'autre dans le jury? Il y avait un membre d'Ankama. Donc il y avait quand même pas mal de beau monde dedans. Et une fois qu'on avait sélectionné 2 projets, on les incubait pendant 2 mois. Ils faisaient un prototype. Okay. Et puis on sélectionnait un projet qui continuait pendant 6 mois de plus avec nous, et où là, les gens étaient payés pour faire leur jeu. D'accord. Donc un processus itératif finalement. Ouais. Et vous incubiez en mettant à disposition des soft skills ou aussi des moyens techniques? Non, on faisait un peu des deux. Donc déjà, on les suivait d'un point de vue gestion de projet et même technique. S'ils avaient un besoin spécifique technique, on pouvait aussi amener les gens de Wild Bishop qui travaillaient normalement sur Judge Ball. Du coup, on les mettait un petit peu pour les aider. Par exemple, les concept artistes, on l'avait déjà fait. Un peu de développement aussi pour certains projets. Et alors moi, par exemple, je suivais les projets quotidiennement, je les suivais. C'est ça. Et voilà. Vous avez directement été dans votre lieu de départ. Enfin, est-ce qu'il y a eu différents lieux pour Wild Bishop? On a été tout de suite au Pôle Image de Liège. C'est ça. Donc, 2019, vous trouvez des financeurs pour lancer le studio. Comment ça se passe? Qui est-ce que vous mobilisez? Alors, de mémoire, c'est peut-être fin 2019 alors qu'on trouve... Non, c'est en 2020 qu'on trouve réellement les premiers financements, je crois. Donc, en 2019, on est sur fonds propres. D'accord. Donc, ça ne démarre pas encore très... on met les choses en place en 2019. Donc, vous êtes 3, les 3 fondateurs. Je crois qu'on a déjà engagé... un développeur et un artiste 3D sur la fin de 2019. Ok. Donc un développeur, programmeur. Et un artiste 3D un peu polyvalent sur la fin 2019, si je me souviens bien. D'accord. Mais c'est en 2020, sur la fin 2020, qu'on engage un peu plus de monde. Parce que c'est à ce moment-là où on arrive vraiment à lancer l'incubation. D'accord. Ok. Et au niveau des subsides, enfin des soutiens financiers, il y a du public, il y a du privé. Comment ça se passe de lancer un studio en Wallonie? Comment est-ce qu'on fait? Alors on cherche surtout dans un premier temps des soutiens. On essaie d'avoir un maximum de soutien privé parce que c'est souvent ce qui va décider les soutiens publics. Oui, c'est ça. Et puis après ça, on peut aller chercher des soutiens publics. Donc nous, on a eu un peu des deux. C'est un peu les soutiens privés, c'est un peu, on appelle ça friends and family, quoi. Donc c'est pas des énormes soutiens, c'est pas des business angels, des choses comme ça qui nous ont soutenus. C'est vraiment des gens qui avaient suffisamment, qui croyaient suffisamment au projet et qui avaient la possibilité de mettre de l'argent, qui ont mis dedans. Il y a eu Ankama, mis un peu d'argent aussi chez nous. On les avait rencontrés, le courant était bien passé. Ils ont dit oui, on peut mettre un petit peu pour eux qui sont gros studios. À mon avis, c'était pas énorme. Non, mais pour vous, c'était un beau soutien. Oui, parce que ça montrait aussi qu'il y avait des gens de l'industrie qui nous soutenaient. C'est ça. Donc ça donnait une crédibilité par rapport aussi à des investisseurs publics. Oui, on avait certains investisseurs qui nous avaient dit nous, on ne mettra pas s'il n'y a pas un investisseur du secteur qui met. Et où est-ce que vous aviez rencontré Ankama? Alors, on connaissait déjà, on avait déjà rencontré celui qui allait devenir notre directeur artistique, qui est Didier Mathieu, Djaba, qui est connu pour être un graffeur qui a sa renommée, qui avait travaillé aussi chez Lucasfilm, sur Star Wars, sur Iron Man, etc. On l'avait déjà rencontré, c'est un ami d'un ami. Okay. Et c'est un Liégeois? Et c'est un Liégeois. Ouais. Et il allait taguer des trains avec un ami à nous quand il était petit. Ok. Voilà, quand il était ado, pas petit. Et alors, donc, lui, il nous avait dit, moi, je connais le patron d'Ankama parce que j'ai fait une BD qui a été éditée chez eux. On s'est bien entendu. Je suis déjà allé dormir chez lui. Bon, voilà. Et donc, il nous a dit, je peux vous mettre en contact. Et donc, on était allé présenter un peu notre projet à Ankama et on avait discuté avec eux. Ils sont un peu de notre génération aussi, donc il y avait eu. Le courant était bien passé. Okay.
Très bien. Donc, investisseur privé, investisseur public. Alors là, comment ça se passe? Tu rends des dossiers, tu croises les doigts, tu dois faire un peu de lobbying. C'est beaucoup oui, c'est beaucoup des rencontres. Alors ici, ça a été plutôt le rôle de mon frère Didier qui est beaucoup plus business, finance, etc. que moi, et stratégie. Et donc, lui, en fait, avait déjà fait ce genre de choses pour IP Trade. Donc, il connaissait un peu comment ça se passait. Mais il y a un côté, en effet, où il faut prendre son bâton de pèlerin, aller toquer aux portes, dire voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous seriez prêt à mettre dans le projet? À quelles conditions? Et puis alors, oui, on a des conditions à remplir, dont celle, par exemple, de trouver un investisseur du secteur. Comme celle dans une des tranches, c'était de lancer un premier projet d'incubation. Donc, voilà, ce genre de choses. Ok. Venons-en à ton boulot vraiment de game producer, parce que tu es CEO, mais ça veut dire que tu t'occupes un peu de tout, mais spécifiquement de la production du jeu. C'est ça. Producteur exécutif, si on pourrait comparer ça au secteur du cinéma peut-être? Je pense que c'est un peu différent. Les termes ne sont pas tout à fait les mêmes. Entre le cinéma et le jeu vidéo. Producer au cinéma et dans le jeu vidéo, c'est pas tout à fait pareil. Donc moi je suis CEO maintenant et ça veut dire surtout que j'ai repris la partie où je suis l'image aussi du studio quand on va dans des conférences à l'étranger, etc. Et qu'en effet je dois gérer le studio au quotidien. Mais alors sinon la partie game production qui est ce que j'ai fait depuis le début dans le studio, et même parfois, comme tu disais, un peu différentes choses. Mais bon, la production, qui est un peu mon truc de base, c'est de la gestion de projet, en fait. C'est de la gestion de projet et d'équipe. On entend par game producer la personne qui va faire en sorte que le projet sorte avec le degré de qualité voulu, dans les temps impartis, dans le budget voulu. Et il va devoir se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour que ça se passe. Ajuster des paramètres. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, votre IP, c'est Judge Wall. Oui. Je crois qu'on a un game concept très early, on va dire. Ou artistique. Oui, c'est artistique. C'est vrai que j'aurais pu aussi essayer de vous montrer des trucs où c'était vieux. Oui, alors c'est semi-artistique, ça, parce que c'est quand même ça représente une scène de jeu dans l'arène 3D telle qu'elle est. Oui. Alors la pose du gardien est un peu fantaisiste et n'est pas comme ça dans le jeu, mais sinon c'est une scène de jeu qui peut arriver dedans, quoi. C'est ça, tu as des attaquants, tu as des défenseurs. On voit le gros démon qui essaie d'aller taper un défenseur qui essaye de revenir et le démon est prêt à tomber, à le tacler en fait. C'est ça. Et l'autre démon devant qui essaye de marquer et le gardien qui va essayer d'intercepter la balle. Tu me parlais du taclage. Auparavant, lors de la préparation de l'émission, on évoquait le fait que un de tes rôles, c'est aussi d'ajuster, de trouver les bons équilibres de paramétrage pour certaines actions. Donc, tu as une influence directe sur le gameplay aussi. Alors, j'ai beaucoup, surtout au début du projet, j'ai fait pas mal de game design. Et moi, ce que j'ai l'impression que je fais pas mal en game design, c'est justement ajuster les paramètres et travailler sur le game feel comme ça. Donc faire en sorte aussi de travailler pas mal avec les animateurs pour que les animations collent bien avec ce qui se passe, etc. Moi, c'est un domaine que j'aime vraiment bien. C'est à la fois assez technique et en même temps, si c'est pas bien fait, le feeling va pas être bon, quoi. Bien sûr. Et donc là, je retrouve un peu des choses que j'avais faites en tant qu'expert audio, où j'ajustais aussi des paramètres de son parfois pour éviter qu'il y ait de l'écho, des choses comme ça. Là, c'est des paramètres, mais qui vont être la vitesse des personnages, la vitesse de la balle, la durée d'un tacle, la longueur d'un tacle, des choses comme ça. Ok. Et le tacle, on a mis très très longtemps pour avoir pour trouver le bon feeling. C'est ça. C'était pas si évident que ça. Là, on voit la vidéo de lancement de gameplay. Combien de temps pour produire le jeu finalement ? Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Combien de personnes ? Une douzaine de personnes. Ouais, c'est ça. Donc un jeu ambitieux. On n'est plus vraiment dans le jeu indé complet. Alors c'est ça, on est probablement. Ça dépend toujours un peu de la définition, mais c'est des jeux qui sont plus tout à fait des jeux indés. Est-ce que c'est déjà des double A ou pas ? On est vraiment à la limite entre les deux, quoi, en fait. C'est ça. Et c'est parfois un problème d'ailleurs de se positionner quand on est sur un jeu un peu comme ça. Ouais. Parce qu'il y a pas mal d'aides ou d'endroits où on peut se retrouver avec des jeux indés où c'est ça qui est attendu, et parfois on dénote un peu avec un jeu comme celui-là.
exact. Et par contre, on n'est pas non plus un double A, quoi. Ou en tout cas, c'est le début des double A, quoi. Ouais. À propos des lieux d'aide, etc., tu as fréquenté des salons, Oui, la GDC, la Gamescom. Ouais, chaque année, on va à la Gamescom et à la GDC, donc c'est toujours des choses assez chouettes. Donc tu en reviens là? J'en reviens, oui. Enfin, il y a quelques jours, 15 jours. Et alors, c'est toujours chouette. La GDC et la Gamescom, il y a beaucoup de similitudes. Moi, ce que j'aime bien à la GDC, c'est qu'il y a aussi des conférences. Donc, cette année-ci, par exemple, on avait pris un pass assez complet pour pouvoir aller voir un peu les conférences qu'on voulait. Et c'est souvent intéressant parce que c'est des gens que... On pourrait aussi probablement retrouver le même genre de choses sur YouTube, etc. Mais c'est une bonne occasion aussi d'avoir la présentation et d'être certain qu'on va la regarder jusqu'au bout. Et de discuter avec les gens un peu à la fin aussi. C'est ça, donc c'est du réseautage. Il y a un peu de réseautage aussi, oui. C'est beaucoup de réseautage, la GDC et le Gamescom, c'est du réseautage, c'est ça qu'on va faire là. Oui, c'est ça, c'est principalement. Et donc, mais en revanche, pas de présentation au client final finalement. Non, alors c'est possible à la Gamescom, mais nous on n'avait pas pris cette option-là, donc c'est possible d'être dans la partie B2B, quoi. B2C, oui. Mais nous on a toujours fait que la partie B2B. Et l'intérêt de la partie B2B, c'est trouver potentiellement peut-être des personnes intéressées à mettre des billes dans le projet, etc. Mais aussi parfois de revendre ou en tout cas d'essayer de promouvoir du code que vous avez développé ou des assets. Enfin, ça peut être des choses comme ça. En fait, on voit d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent, quand on a un jeu, qui viennent nous trouver pour dire moi je fais des assets 3D, est-ce que ça vous intéresserait, etc. Mais alors rien n'empêche non plus soi-même d'aller trouver des gens. Nous on a eu par exemple à la dernière Gamescom un concepteur de jeu canadien qui nous a rappelé après pour nous dire qu'on avait rencontré, on avait discuté avec, je fais aussi un jeu multijoueur, est-ce que ça vous intéresserait d'une manière ou d'une autre, soit de nous vendre votre code, soit de travailler avec nous sur un prochain jeu, et donc on a des discussions avec lui depuis ce moment-là. C'est ça, parce que le netcode, il y a un enjeu pour qu'il soit oui, en fait, qu'il soit responsif, mais c'est pas ça. Tu vois l'idée. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que la partie. On voit le code, le multijoueur. On voit évidemment la partie où on est tous en train de jouer ensemble, mais il y a aussi la partie attaquer des serveurs qui maintiennent la donnée en permanence. Les coûts des serveurs, etc. Et avec ce qu'on avait fait, ce dont on discutait, il avait l'air de trouver qu'on avait pas mal fait ça. Et que ça l'intéresserait de voir. Il était en train de faire le même genre de jeu et ça le tracassait beaucoup, par exemple, les coûts que lui avait. Oui, c'est ça. Donc c'est bien, en fait, ce type d'endroit pour avoir des points de comparaison. Oui, tout à fait. Et puis des discussions avec d'autres personnes qui font la même chose que soi. Et même des Belges. En fait, on ne se croise pas tant que ça en Belgique, mais quand on va dans des endroits comme ça, on se recroise. Il y a une concentration. Plus, ouais. Ok. Avant d'enchaîner sur vraiment ton job et la manière dont tu as dû gérer l'équipe et quel profil tu as dû gérer, je voudrais juste rappeler que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les chats. On les rassemblera en fin de séance et donc je me ferai le relais des éventuelles questions dans le chat. Merci aux spectateurs et spectatrices. Donc, je t'avais proposé de venir sur ton rôle de gestionnaire d'équipe. Quel type de profil vous engagez finalement et avec qui est-ce que tu travailles de manière régulière au quotidien? Donc nous ici, Wild Bishop, c'est principalement 3 équipes différentes. Donc il y a une équipe qui est la Team Art. Donc la Team Art, c'est vraiment celle qui n'est pas gérée par moi directement parce qu'elle est gérée par mon cofondateur Bobby et par Jabba. Donc en fait, c'est une équipe où il y a des modeleurs et des concept artistes. D'accord. Les modeleurs, donc je vais vraiment sur la description. Donc on va prendre dans l'ordre. Donc le concept artiste, il va faire des images 2D de ce qu'on veut avoir dans le jeu. Et de manière très simplifiée, l'artiste 3D, le modeleur, il va faire en sorte que cette image dessinée devienne un asset dans le jeu. D'accord. Donc ça peut être du décor ou ça peut être des personnages. Et nous, les deux modeleurs ont un peu leur spécialité, mais peuvent faire un peu des deux. Et alors il y a aussi les effets spéciaux, des choses comme ça qui sont dans la team art. Et alors, chez nous, mais ça va dépendre d'un studio à l'autre, il y a ce qu'on appelle, nous, la team dev, mais la team dev comprend aussi le game designer et l'animateur gameplay, qui est le seul animateur qu'on a d'ailleurs. Il fait surtout du gameplay, mais bon, c'est lui aussi, quand il y a des petites cinématiques à faire, qui va les faire.
Et pendant un moment, on avait aussi un team leader animateur pour amener justement un peu plus de seniorité sur les aspects, par exemple les fatalities, des choses comme ça. Et alors, donc nous, on a principalement ces deux pôles-là. Donc moi, je m'occupe surtout de la team dev et de la gestion de projet global. Et alors, on a en plus l'équipe marketing qui, elle, avec qui là, je discute aussi en direct, mais qui est plus pour promouvoir le jeu et des choses comme ça. Quelle est la stratégie pour promouvoir le jeu? Je suppose qu'il y a... Ça, c'est compliqué. Ça. Oui, hein. On dit compliqué. toujours la moitié du budget d'un jeu, c'est le budget marketing. Bah, ça me paraît ambitieux ouais, dans ce cas. Bah ici, donc, oui, ça, en tout cas, on n'a pas les fonds pour faire des choses comme ça. Mais c'est compliqué, la partie marketing, parce qu'il faut essayer de trouver ce qui va marcher, ce qui va plaire au public. Parfois, il faut changer des choses dans le jeu quand on se rend compte que ça ne plaît pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui passent, mine de rien, par la page sur laquelle le jeu est mis. Ça peut être le PlayStation Store ou des choses comme ça. Dans notre cas, c'est Steam. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être mis là-dessus. C'est ça. Et tous les efforts, en fait, en théorie, doivent viser à arriver sur la page Steam et à ce que soit le joueur passe à le client, passe à l'acte d'achat, soit en période plutôt où on est en train de préparer les choses, wishlist le jeu. C'est ça. Ça a une importance très très importante. C'est vrai. C'est très important. Et donc le fait de le mettre dans sa wishlist, ça va lui donner plus de visibilité. Les algorithmes de Steam vont le faire remonter. Oui, tout à fait. Okay. C'est ça qui se passe. Et il y a même des seuils un peu connus comme ça sur où on en est dans les wishlists pour savoir si ça vaut la peine de lancer ou pas. Ok. Et ça prend où, ce type de choses? Toi, on a bien vu que tu ne venais pas directement d'une école de jeux vidéo. Comment est-ce que tu t'es formé à ton boulot de game producer et à tous ces trucs et astuces? Il y a des parties faciles. La gestion de projet, ça reste pareil. Oui, gérer un projet informatique ou jeux vidéo, ça reste plus ou moins la même chose. Alors, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup plus d'itérations. C'est ça qui rend le truc parfois un peu cauchemardesque. C'est que ah non, ça ne marche pas, il faut qu'on refasse dessus. Ça arrive moins dans d'autres secteurs. Okay. Mais par contre, oui, tout cet aspect promotion du jeu, etc., ça vient justement dans des trucs genre les Gamescom, genre des conférences auxquelles on assiste. On essaie de se renseigner aussi. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont acquises parce qu'on essaye et que ça ne marche pas, parce qu'on se renseigne auprès de gens qui l'ont déjà fait. Mais c'est pas... Il n'y a pas... Je ne pense pas avoir trouvé une seule source qui reprend tout. Okay. Donc il y a beaucoup de choses qui passent de bouche de druide à oreille de druide. J'allais la faire. C'est très bien. Ok. Ça m'a perturbé. Pardon. Non, c'est parfait. Tu disais qu'il y avait une part de formation aussi dans ce que tu faisais, d'encadrement évidemment des nouvelles recrues, mais aussi tu as une activité de formateur. Oui, donc moi je suis aussi formateur autorisé, comme ils disent, par Unreal Engine. Alors c'est pas parce qu'on n'est pas formateur autorisé qu'on ne peut pas le faire, mais en tout cas moi j'ai le petit badge qui dit que je peux le faire. Ce qui me donne aussi accès à des formation en primeur, par exemple, chez Unreal et des choses comme ça. Okay. Et on avait fait ça parce que aussi, dès le début, dans le studio, on avait cette envie de... En fait, on s'est rendu compte que quand on a commencé à se dire on va faire des jeux, on s'est dit il va nous falloir une armée de développeurs, des codeurs. Et puis, on s'est rendu compte que, parce qu'on était vraiment plus très, très proche des jeux et tout, puis on s'est rendu compte que maintenant, il y a les moteurs. C'est ça, il y a des middleware. Ouais, c'est ça. Donc, Unity, Unreal, c'est des trucs très, très puissants. Donc, on a un peu regardé les deux. Puis, notre cœur a balancé sur Unreal, entre autres, parce que c'était un jeu 3D, temps réel, que ça allait donner probablement plus le feeling qu'on voulait. Et en réseau, ça avait la réputation de mieux marcher aussi. Et puis, on s'est rendu compte qu'Unreal, c'était vraiment un truc de fou. On est vraiment tombé des nues quand on voyait tout ce que ça faisait. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse aussi quelque chose avec ça. D'où aussi un rapprochement un peu avec Epic, qui avait mis une Epic Mega Grant pour nous aider à financer un peu le jeu aussi. Et de fil en aiguille, on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas une activité aussi de formation sur Unreal parce que ça avait du sens aussi pour nous, surtout quand on était incubateur, il y avait quelque chose qui se dessine là, en termes d'accompagnement. C'est ça. Et alors aujourd'hui, ça s'est surtout concrétisé avec du service à 2 écoles, donc à Rubica en France, qui
qui a été, et qui est peut-être encore qui est encore dans le top aujourd'hui, mais qui a été la meilleure école de jeux vidéo en France pendant de nombreuses années, et qui est encore vraiment dans le top. Et donc là, tu donnes cours là-bas? Je donne des cours là-bas et certains membres de l'équipe aussi. Ok. Et alors à l'HEPL, ici à Liège, qui a ouvert son master, et là aussi on intervient, moi personnellement, et aussi d'autres membres de l'équipe. Et donc à la HEPL, pour le moment, c'est le bac 1. C'est le bac 1. Ok. Et quel type de cours est-ce que tu donnes? Alors moi, j'ai donné Unreal Engine, introduction à Unreal Engine, Oui. au premier semestre, au premier quadri. Et ici maintenant, ce que je donne game design, et on fait aussi un accompagnement sur un projet on appelle ça atelier de conception vidéoludique, donc c'est une expérience interactive qu'ils doivent designer en première année. On ne va pas trop loin dans les exigences parce que ça reste des premières années, mais où ils doivent pouvoir faire une petite expérience interactive sur Unreal. Ok. Est-ce que vous pratiquez la Game Jam? Alors moi, je n'ai jamais pratiqué la Game Jam. Ok. Ça a l'air très chouette, mais bon, je crois que c'est des trucs qui sont plus difficiles à pratiquer quand on a une quarantaine d'années et une famille que quand, oui, que quand on a 20 pendant ou 3 30 jours ans. sans dormir, C'est ça. C'est pas génial. Mais c'est parce que c'est généralement un des premiers contacts, je veux dire, avec les métiers du jeu vidéo. Ça se pratique soit en amateur, soit parfois en formation au travers des Game Jam. Et donc, je me demandais si dans les formations telles que elles sont pensées à l'heure actuelle, il propose à la HEPL, il propose de participer à des Game Jam pour compléter la formation. Moi, le seul truc sur lequel je mets parfois en garde, c'est que c'est pas du tout la même chose que de faire un jeu sur le long terme, de faire une Game Jam. On va arriver à faire un bon proto fait en 4 jours, quoi. C'est ça qui va se passer. Ça reste un proto. Oui, parce que tu parlais de 3 ans de développement, ça a dû être pas un long fleuve tranquille. Il doit y avoir eu pas mal d'épreuves, même en termes de maintenance de la motivation. Oui, mais tout à fait. Il y a eu des hauts et des bas dans l'équipe, etc. C'est long, 3 ans. Donc, des gens qui sont sur les mêmes choses pendant 3 ans. Parfois aussi, il y a un truc très compliqué dans les jeux vidéo pour la motivation, c'est qu'il y a des moments, c'est un processus itératif, et ça veut dire aussi à certains moments qu'on va jeter des trucs qui ont été faits. C'est ça. Et donc, ça peut être du code, ça peut être des assets graphiques, mais on peut se dire à un moment donné, ce personnage-là, ça ne marche plus. Donc, on va soit le recommencer complètement, soit on l'enlève du jeu. Pareil, ce code-là, on l'a fait. Soit ça prend trop de temps, on ne pourra pas le mettre cette fois-ci, on va le mettre plus tard, soit on l'abandonne complètement parce que ça ne va plus dans la direction qu'on voulait suivre. Ça, c'est très compliqué pour les gens qui travaillent dessus parce qu'ils ont passé du temps, ils ont mis du cœur. En plus, c'est un métier de passionné. Donc, bien sûr. Donc c'est leur bébé qu'on jette. Donc, c'est pas évident pour les gens quand on fait ça. Il y a un côté aussi par moment où on cherche, on n'est pas toujours la direction qui est suivie n'est pas forcément la bonne du premier coup, donc on cherche, et parfois ça aussi c'est confusant pour les gens qui suivent quelque part leur team leader, quoi, et qui disent bon, mais, on aurait pu y penser avant. Moi je l'entends tout le temps, on aurait pu y penser avant, bah oui, mais on savait pas avant. Donc, je comprends que ça soit pas facile pour les gens. J'entends bien. Un métier dont on n'a pas parlé, c'est Music and Sound Design. Vous avez externalisé dans votre cas? Comment ça s'est passé? Parce que ça a une composante essentielle du jeu. Oui, on a travaillé avec un compositeur liégeois qui est Simon Fransquet, et qui est un très, très chouette compositeur et qui est très, très chouette aussi humainement. Et il a été récompensé par un Magritte du cinéma il y a quelques années. Et il travaille maintenant pas mal avec des productions bollywoodiennes, donc sur de la musique en Inde, mais où il amène une touche occidentale que recherche un réalisateur bollywoodien. C'est ça. Mais où il doit quand même coller un minimum avec ce qui se passe là-bas. Donc il disait que c'est un beau challenge. Et c'est un très chouette gars. Et il a fait la musique de Judge Ball. Alors le son, on avait fait appel à un sound designer qui était Cédric Chetty. Mais on a dû beaucoup retravailler les choses, et cette fois-là on l'a fait plutôt en interne avec un de mes développeurs qui est aussi musicien. Donc là on avait repris un peu le truc à deux, on avait essayé de refaire les sons nous, et le découpage de la musique on l'avait redécoupé aussi avec lui.
pour éviter aussi d'avoir... C'est intéressant de voir que tu mets la main à la pâte à vraiment différents niveaux. Ah oui, tu vois, ça reste un petit studio, même si vous avez des gens très spécialisés. Mais tu as fait un peu de narration, tu as fait un peu de game design, tu as fait un peu de sound design. Oui, j'ai même codé des parties. Ça me doutait bien. Il n'y a pas beaucoup, mais j'en ai codé. Et puis je regarde, je discute avec les développeurs d'architecture. Mais c'est ça qui est amusant. Et en même temps, on se disperse, quoi. Hein, il ne faut pas se leurrer. C'est ça. Non, mais je comprends l'enjeu et les difficultés. Je voudrais aborder l'e-sport, parce qu'on a parlé rapidement, on a parlé beaucoup, non, pas beaucoup, on a parlé un petit peu des outils de promotion. Tu disais que l'important c'était d'amener les joueurs et les joueuses sur la page Steam pour qu'ils puissent s'engager en quelque sorte du jeu. L'e-sport, ça a été un moyen pour vous de vous faire connaître, ou vous avez essayé? Il me semble qu'il y a eu une vague à un moment. Un des trucs qui marche le mieux chez nous sur Judge Ball, c'est les tournois, quoi, d'organiser des tournois. Ça marche vraiment pas mal pour attirer les gens. On met un petit cash prize qui n'est pas forcément des sommes folles, mais ça, donc ça c'était ça justement. Donc dans notre partie, quand on a organisé des tournois e-sport, en fait il y a une équipe qui s'est complètement révélée, qui est l'équipe qu'on voit là à droite en bleu, c'était Dissuasion. Okay. Et cette team-là, on est devenu un peu copains aussi avec les joueurs. Donc vous ne les connaissiez pas là bas? Non, c'est pas des gens que vous avez financés? Non. À part qu'ils gagnaient tous les tournois, mais à part ça, c'était non. Mais c'était involontaire. Et donc, à un moment donné, ils avaient gagné un ou deux tournois, je crois déjà. Et puis alors, ils ont dit, ouais, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, on veut jouer contre les devs et voir si on est plus fort qu'eux. Le défi est lancé. Et donc, on a sorti notre meilleure équipe de devs qu'on a vu là-bas, Lionel, Lucas et Damien. Okay. Donc, le gameplay développeur, le game designer et le concept artiste, qui étaient les meilleurs à ce moment-là sur le jeu. Donc, ils ont fait ça plusieurs fois. La première fois, ils ont été surpris par le niveau, mais ils ont gagné. Donc, nos développeurs. La deuxième fois, ils ont gagné, mais franchement, ils n'auraient pas dû. C'était vraiment un vol. C'est ça, un hold-up, comme on dit. Ouais. Parce que on n'avait pas encore de système pour résoudre les matchs nuls. Donc, on faisait vraiment des matchs nuls. Et alors, on les résolvait par une espèce de penalty, mais c'était pas fait pour. Donc, ils ont gagné au penalty, mais avec des penalties qui étaient mal torchés. Donc, vraiment, c'était un hold-up. Et puis, alors, la troisième fois, là, Dissuasion avait gagné. Et donc là, je crois que c'est la fois où Dissuasion gagne, ouais, c'est ça. Mais c'est des gens que depuis on a rencontrés, avec qui on discute sur Discord et des choses comme ça. Et comment est-ce qu'ils ont connu votre jeu Parce que nos tournois, on faisait un peu de pub pour nos tournois, dont via l'ANAREA, qui est un organisme wallon qui promeut l'e-sport. Et qui est aussi lié à l'ADH, les sports, quand il y a des trucs. Dernière heure des sports. Okay. Et donc eux, ils ont entendu parler de nous par ce biais-là. Est-ce que tu as des liens avec d'autres membres de l'écosystème jeux vidéo wallon? Comment ça se passe de créer son studio en Wallonie? Forcément, on finit par parler avec pas mal de gens dans les events, etc. Oui, tu mentionnais qu'à la GDC, c'était l'occasion aussi de faire des liens. Oui, on allait faire du karaoké avec un autre membre de studio liégeois, et, entre autres. Mais aussi avec un gars qui tient un studio en Bulgarie. Donc, on était, voilà, c'est très exclusif. C'est ça. Et donc, c'était... oui, et dans le petit écosystème wallon, oui, on se connaît un peu tous. Franchement, on s'entend pas mal. On est plutôt, c'est plutôt un secteur où on se tire pas trop dans les pattes les uns les autres. La concurrence n'est pas locale, en fait. Il y a de la concurrence, par exemple, sur les subsides publics. Oui. Il y en a un peu. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel à projet, on dit, t'as postulé aussi sur... Ah oui, toi aussi. Ouais. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais sinon, globalement, on s'entend pas mal. Il y en a avec qui, forcément, on est plus proche qu'avec d'autres. Parfois même, rien que le côté géographique joue un peu aussi. On a plus l'occasion de se voir avec les Liégeois qu'avec les Montois. Mm-hmm. Mais quand on se retrouve là-bas
dans les events. Dans les events, on discute toujours bien une fois ou l'autre ensemble, voir où en sont les projets de chacun. Voilà. Est-ce que tu as pu bénéficier, est-ce que le studio a pu bénéficier du mécanisme du tax shelter déjà Alors Parce que c'est assez récent, c'était peut-être trop tard par rapport à votre tour d'investissement. C'est arrivé pour nous un petit peu tard, mais vraiment tout juste. En fait, pendant un moment, on a cru qu'on l'aurait et puis on n'a pas pu l'avoir. Ok. Avant de passer aux questions du public, est-ce que... la situation n'est pas super rose à l'heure actuelle, peut-être. Comment est-ce que tu envisages le présent et ce qu'il y a juste après ? Oui, donc en fait, ce sont des choses... Un studio, ça demande quand même beaucoup d'argent. Et donc, en effet, on est toujours en recherche d'argent chez Wild Bishop. Et oui, pour le moment, on ne cache pas que c'est assez compliqué financièrement. Ouais. Donc, on est toujours en train de chercher des choses qui permettent... C'est une grosse partie, en fait, de la vie d'un CEO d'un studio de jeux vidéo. Une bonne partie de son temps, c'est chercher des financements. Donc que ce soit des contrats qui vont lui permettre de financer son jeu à lui, ou bien des subsides, ou bien des nouveaux investisseurs, des choses comme ça. Et donc ça défie tous les instants, et c'est quasi permanent. Ça me fait penser à un boulot de chef de labo qui est tout le temps en train de courir après le prochain subside et qui essaye de faire ce pourquoi il a reçu un subside juste avant. Donc oui, je comprends tout à fait. C'est le fonctionnement par projet, je pense, et ne peut aboutir qu'à ce type de mécanisme. Je vais passer aux questions du public. Donc, première question, est-ce qu'il y a d'autres licences rétro que vous auriez envie de faire revivre de la sorte ? Parce que là, c'est pas, officiel, c'est pas un speedball avec le nom d'origine, mais on sent bien qu'il y a des mécanismes qui sont inspirés. On sent aussi qu'au niveau de l'ère du temps, il y a pas mal de licences qui ont été, on va dire, ressuscitées, type... Windjammer, des choses comme ça. Est-ce que... c'est une bonne question. Est-ce qu'il y aurait eu des licences qui t'auraient plu ? Alors, moi, je suis un grand fan de Another World, d'Eric Chahi, et je pense que si j'avais l'occasion un jour de refaire un truc, en tout cas hommage à Another World, je le ferais bien. Ouais. D'accord. Plus narratif, alors ? Plus narratif, oui. Ouais, probablement plus narratif. Qui s'inspirerait de l'univers de départ ou qui tirerait peut-être vers ce que toi tu as pu développer ? Difficile à dire ce que j'en ferais. Moi, j'aime pas trop copier tel quel. Éventuellement m'inspirer, mais j'aime bien faire des trucs qui sont assez propres, quoi, qu'on amène. Mais par contre, détourner Another World, ça pourrait le faire. On a aussi un vague projet avec des Schtroumpfs, mais c'est une autre histoire. Okay. Et on n'a pas encore été voir pour les IP, etc. Oui, ça peut si mes étudiants de la Chapelle écoutent pour le moment, je leur en parle parfois du projet avec les Schtroumpfs. Ok, un projet avec les Schtroumpfs. C'est très belge. Voilà. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Oui, tout à fait. Ça a été une licence qui a été pas mal exploitée dans les jeux vidéo et dans les films aussi, et ça a eu un certain succès. Deuxième question concernait le sound design, mais en fait, elle recoupe quelque chose que je t'avais posé. Est-ce que vous avez fait ça en interne ou travaillé avec un studio ? Donc, finalement, un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. À l'étranger, quel crédit accordant à Wild Bishop et plus généralement aux jeux vidéo belges ? Comment est-ce que le jeu vidéo belge est perçu ? Le jeu vidéo belge, depuis peu, là, il est très bien perçu. C'est ça. Il suffit de dire l'Ariane et tout va bien. C'est ça. Et il y a des gens qui disent en Belgique, vous avez quand même des sacrés studios. Enfin, on a surtout l'Ariane quand même en Belgique. Mais sinon, il y a aussi une espèce de scène VR qui est pas mal reconnue à Anvers. Ok. Ouais. Donc, Anvers, en Flandre en général, il y a 2 studios qui font de la VR et qui sont assez reconnus. Il y en a un qui fait... Hubris comme jeu, et l'autre c'est Breacher, donc les studios c'est Cyborn et Triangle Factory, avec qui on a déjà pas mal discuté aussi. Ça aussi c'est un truc qui est... moi j'ai trouvé que c'était plutôt rafraîchissant, mais on a pas mal discuté aussi avec les studios flamands,
durant les events comme ça. Ce qui m'a un peu étonné vu ce qu'on a l'habitude d'avoir en Belgique, mais ici, nous, on ne s'est pas trop tiré dans les pattes entre les Wallons et les Flamands. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. En vue des élections, tu jamais. Bon, ici, ils ont quand même fait des stands séparés, Flandre et Wallonie. Souvent, mais bon, pour l'avoir vécu. C'était pas le cas il y a 2 ans. Ah oui. Donc c'est pas systématique. Non, en tout cas, ça l'était pas. Maintenant, oui, on va voir comment ça évolue dans le futur. Ok. En tant qu'incubateur, comment vous choisissiez les projets, sur quels critères est-ce qu'il y a un critère de faisabilité ou un critère plutôt d'effet wow Qu'est-ce qui prédomine? Il y avait un peu des deux. Donc, et le critère le projet nous plaît bien avait plus d'importance dans la première partie où on choisissait 2 projets. Mm-hmm. Et après 2 mois, ce qui était le plus important, c'était la faisabilité, même la faisabilité économique, qui commençait à intervenir. D'accord. Donc en fait, le financement du jeu joue un rôle très rapidement, finalement. Oui, tout à fait. Mais même quand on présente des projets pour les bourses à l'image et des choses comme ça, on doit rendre des prévisions de vente, des choses comme ça, pour montrer que ce qu'on essaie de faire est faisable et viable d'un point de vue économique. D'accord. Okay. On finance rarement des choses juste parce que c'est chouette et que c'est culturel. Évidemment. Mais je veux dire, dans un incubateur, on aurait pu penser que... Mais en fait, on avait notre business model dépendait aussi du fait que les projets incubés marchent. Ah oui. On avait une part... En fait, on agissait un peu comme un pré-publisher, quoi. C'est ça. Est-ce que certains projets ont abouti ou sont en voie Ils ont abouti jusqu'à... Donc le projet qui est resté 8 mois avec nous, c'était un projet VR qui est abouti jusqu'à la Vertical Slice et puis ils l'ont présenté à pas mal d'endroits. Jusqu'ici, ça n'a pas trouvé de public. Tu peux expliquer ce qu'est la Vertical Slice? Oui, pardon. Donc la Vertical Slice, c'est le moment où on a quelque part... une portion significative du jeu qui permet de se dire si on veut aller plus loin, on sait combien ça va coûter. Donc typiquement une vertical slice, ça se comprend mieux quand c'est des jeux de plateforme par exemple. C'est un niveau du jeu de plateforme. C'est ça, avec toutes les mécaniques qui fonctionnent. Tous les personnages, tout est fait de manière finale, mais seulement dans une portion du jeu. Okay. Ça permet d'extrapoler sur combien va coûter le jeu. Est-ce que vous avez fonctionné comme ça pour Judge Ball? On a fonctionné comme ça sur Judge Ball, mais c'est avec un jeu où quelque part on n'a pas un niveau précis, etc., c'est plus compliqué d'appliquer cette méthode-là. Parce qu'on va continuer d'itérer beaucoup sur la même mécanique, même très loin dans le processus. Par contre, ce qu'on a essayé, c'est au moins de savoir combien va nous coûter un personnage à faire, si on doit refaire une arène, combien ça nous coûte, combien nous coûte aussi de faire une mécanique de jeu, ce qui nous permet de nous dire il nous manque 3 mécaniques de base du jeu, ça va nous coûter autant. On a essayé de fonctionner de la même manière. Mais c'est plus facile quand c'est un jeu avec des niveaux... Bien sûr. Ouais. Question cruciale, qui sera sans doute la dernière. Est-ce qu'il y a un enregistrement du karaoké dont vous parliez? J'espère que non. Dans mon point de vue, j'ai été excellent, mais j'ai quand même un doute. C'est ça. Des jeux de rythme et tout ça, c'est des choses qui te parlent? Alors, je ne les ai pas essayés, mais je me souviens que j'ai un moment un peu clé dans ma vie où j'ai mon ordinateur avec mon début de roman qui est là. Et j'ai Guitar Hero de l'autre côté qui m'attend. Et je laisse tomber Guitar Hero pour aller écrire. C'est beau. Et donc, je pense que j'aurais peut-être eu un bon feeling avec Guitar Hero, mais je ne l'ai pas fait pour finir mon bouquin. Ok. C'est bien. Beau sens du sacrifice. Ouais. Et de la littérature, te remercie. Je crois que je préfère avoir fait ça. Oui, je comprends. Je te remercie vivement pour ta présence, pour ta franchise dans la réponse aux questions et pour cet aperçu de la vie d'un studio indépendant à l'heure actuelle en Belgique. Je voudrais remercier alors différentes personnes à la technique, Elena, Anissé et Alexis à la production, à la technique Thomas, Yves, Fred, Clément, Chapnam, Anna-Maria, petit clin d'œil parce que je tiens à présenter mes excuses pour les mauvaises prononciations antérieures. Le soutien du Liège Game Lab, évidemment, de l'Université de Liège et du département Média, Culture et Communication. Tout ça est financé par le Conseil sectoriel de la recherche de l'Université de Liège. Et la musique est de Pierre Martin, aka Cyborg Jeff. Merci à tous. On se revoit début mai pour le 4e épisode de cette série. À bientôt. À bientôt.